sorte que les Minitel qui allaient être connectés lors de cet événement-là puissent fonctionner dans de bonnes conditions. En même temps que j'étais là-bas, les Américains, vu mes compétences, m'ont demandé, j'ai commencé à préparer un MBA, un Master of Business Administration. Et après cette période, je suis retourné, donc, revenu en France hexagonale, où donc on a fini les préparations pour le fameux sommet. Et lors du sommet, l'État français m'a réquisitionné pour faire en sorte qu'à l'occasion de ce déploiement, c'était le premier déploiement. L'État français t'a Oui. réquisitionné. C'est très important de dire ça. Au travers de France C'est Télécom. très important en Guadeloupe. Au travers de France Télécom, bien évidemment. Et il se trouve que les choses ayant très très bien fonctionné, quelques temps après, j'ai été nommé, j'avais même pas 30 ans, j'avais 26 ans, j'étais nommé patron d'un centre informatique de France Télécom. Il y avait 80 personnes à peu près, avec toute la catégorie de professionnels qui existait, qui commençait à poindre au niveau de l'informatique, des programmeurs, analystes programmeurs, opérateurs, développeurs et autres. Et dans la foulée de tout cela, j'ai été pointé, ou en tout cas ciblé par ce qu'on peut appeler aujourd'hui Business Angels. Monsieur Alain Vidard, qui était président d'une filiale informatique du CEA, du commissariat de l'énergie atomique, Polytechnique. Monsieur Jean-François Simonneau, qui a fait la centrale. Et monsieur Jean-Marie Dubois, qui avait fait mine et pont et chaussée. Et ils avaient détecté par l'intermédiaire de France Télécom, parce que tous ces gens-là se discutaient entre eux à un certain niveau, que je pouvais les aider à mettre en place une société de services informatiques au sens où on le connaît aujourd'hui, avec prestations pour les grandes banques, assurances et autres. Mais qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à cette invention? Voilà, parce qu'on va. Et du coup, non, on y arrive, mais D'accord. il faut absolument que les gens savent ça, parce que si on ne prend pas le temps d'écouter cette histoire, la suite ne sera pas compréhensible, ne sera moins audible. Si je suis passé par le commissariat de l'énergie atomique à ce niveau-là, c'est pas pour rien si ensuite j'ai pu cibler l'énergie et l'eau comme pratique aux recherches de développement. Donc j'y arrive. Et donc après avoir fait monter l'entreprise qui va bien avec ces personnes en question, je leur avais dit que j'allais rester avec eux 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai revendu mes actions et j'ai commencé à venir ici en Guadeloupe. C'était à l'aube des fin des années 90 et début des années 2000, pour voir dans quelle mesure je pouvais mettre en place ma pratique informatique de haut niveau dans des domaines appliqués à des domaines autres que la finance et que les banques et autres, pour porter ma contribution au développement de la Guadeloupe dans certains domaines et à l'aube de l'arrivée de l'informatique au sens où on l'entend. J'ai choisi l'eau et l'énergie et ensuite je me suis focalisé sur l'énergie parce que déjà à l'époque la problématique de l'eau était hyper complexe et au niveau de l'énergie, c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai décidé de faire la recherche-développement appliqué. J'avais de l'argent et tout ce qu'il fallait pour le faire. Dans ce domaine-là, pour bien apprendre ce que c'est que le réseau électrique. Si je le dis, c'est pas pour rien. Si j'insiste, c'est pas pour rien. Ça doit permettre de bien faire comprendre aux jeunes, et aux moins jeunes, que le réseau électrique, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas parce que vous appuyez sur un bouton et vous avez l'électricité. Derrière, il y a tout un dispositif, des matériels, des équipements qui fonctionnent. Et pour les faire fonctionner, il faut avoir un niveau de compétence extrêmement pointu. Et nos compatriotes, en tout cas ceux qui sont dans le domaine bien évidemment le savent, mais faire fonctionner un réseau électrique, je le répète, en milieu zone non interconnectée, c'est hyper complexe et on ne peut pas rêver, je le dis encore une fois, je le répète, d'autonomie, d'indépendance si on n'est pas capable de faire fonctionner le réseau électrique comme il doit être fonctionné en tenant notamment l'équilibre l'offre-demande. Je le dis parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnes qui rêvent d'autonomie, qui rêvent d'indépendance, qui rêvent de plein de choses, mais si vous n'êtes pas capable de faire fonctionner cela aujourd'hui, eh ben, quelques heures après le lendemain, c'est blackout et c'est problème pas possible. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça éternellement, mais c'est important de le savoir et de prendre conscience de cette faiblesse que quand vous devez évoluer d'une certaine manière, quelle qu'elle soit, vous devez quand même être à même de juger de vos forces et de vos faiblesses pour pouvoir élaborer des stratégies qui correspondent à cela avec tout ce que vous devez faire comme travail pour appréhender le futur. Je le dis bien, je le répète juste encore un petit moment pour expliquer que le live est parti. Donc les personnes peuvent intervenir sur le live. Alex prendra des questions aussi. J'ai oublié d'en parler avant. Je voulais t'interrompre par rapport à ça. D'accord. Donc c'est hyper important de le savoir. Déjà, 1. 2, pour toujours dans cette partie réseau électrique et les problèmes qui peuvent arriver par ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, tout simple, si la France hexagonale décidait de rapatrier son personnel, nous serions
ne serions pas capables aujourd'hui de faire tourner le réseau électrique comme il doit fonctionner en termes d'équilibre offre-demande. Mais alors, ça veut dire que tu travailles pour EDF? Non, c'est pas dire que je travaille pour EDF. Disons, moi, je vais te poser une question. Je pose la question que n'importe qui, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Tu poses la question comme si c'était quelqu'un à qui tu expliquais dans la rue je parle, et il peut dire, mais alors tu bosses pour EDF? Oui, non, je bosse pas pour EDF. Non, je bosse pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens, parce que la résultante de tout le travail que j'ai fait ces dernières années se matérialise au travers du projet principal, enfin du plan-programme d'action que j'ai conçu avec un certain nombre de personnes, parce que pour pouvoir le faire pendant ces 15-20 dernières années dans de bonnes conditions, j'ai dû m'approprier un certain nombre d'éléments, parce que beaucoup de gens me disent, oui, la Guadeloupe, tu connais pas la Guadeloupe? Si, je connais la Guadeloupe parce que j'étais en contact avec un certain nombre de personnes qui l'ont fait fonctionner ces dernières années, qui m'ont appris des éléments que beaucoup de personnes ne savent pas. Qui sont ces personnes? Ces personnes, je ne peux pas les nommer nommément, mais ce sont des gens qui ont participé à la vie politique, la vie industrielle et la vie et qui sont de Guadeloupe? Qui sont de Guadeloupe, ce sont des Guadeloupéens principalement. Donc tu es bien encadré. Je suis bien encadré. Ouais, c'est très important de savoir, ils aiment bien savoir qui est derrière toi. Oui, tout à fait. C'est très important, même pour moi. Qui m'accompagne, qui m'a apporté un certain nombre d'éléments, etc. Et j'en profite pour remercier la famille Pradel de Goyave du côté d'Aquaferme là-bas, parce que c'est dans cet endroit-là, c'était mon point principal. À Goyave, d'accord. À Goyave, et où je faisais des allers-retours depuis le début fin des années 90-2000, pour appréhender ce qui m'a permis aujourd'hui d'être dans le bon timing, et même anticiper sur des différents éléments qui sortent de la loi de transition énergétique et de croissance verte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'autoconsommation collective, individuelle et autres, mais nous, avec le travail que j'ai pu faire, entouré de ces personnes. Mais ça m'a l'air assez secret pour le moment. Non, c'est pas secret, c'est que je peux pas donner les noms des gens, mais simplement dire que j'étais pas tout seul pour appréhender les us et coutumes au sens culture et autres de fonctionnement de la population guadeloupéenne, mais d'un autre côté, d'un point de vue technique, j'étais aussi accompagné par tous les directeurs de l'EDF qui ont été nommés depuis cette époque-là, au tout début, parce que comme je faisais des recherches, donc je me suis rapproché des personnes qui étaient détenteurs de la connaissance et autres, notamment les directeurs de l'EDF, notamment M. Alain Domain, qui était le patron de Norélec Guadeloupe, qui a fait fonctionner géothermie bouillante avec 98% de disponibilité de 1996 à 2002. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on a raconté sur géothermie bouillante, il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas faire, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Alors, je me rappelle, parce que tu es déjà venu il y a quelques semaines, donc je vais expliquer moi ce qui m'avait choqué, ça va parler à la population de la Guadeloupe. Ce projet, tu as tout fait pour qu'il explose, qu'il puisse prendre racine en Guadeloupe. Tu as eu beaucoup de difficultés à te faire entendre, non pas auprès de l'Europe, Bruxelles et de l'État français, puisque au contraire, d'après ce que je me souviens dans ce que nous avions parlé, tu as les accords et ils te demandaient de t'arranger avec les politiques de Guadeloupe. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont entendre, à mon avis, ils vont entendre parce que déjà on en parle, il faut en parler. On sait qu'il y a eu des difficultés, on sait que tu as été squeezé à 2 ou 3 endroits. J'ai su ça quand vous deviez rencontrer le président de région. Tu es venu et tu n'as pas pu rentrer. D'autres personnes sont rentrées à ta place. J'ai même pas envie de citer les noms parce que je pense que c'est plus nécessaire. Il fallait écouter la première émission, ou à moins que Alex, il se souvient, il relève le truc. Mais je sais aussi que tu as été accompagné de Monsieur Malo qui t'a donné beaucoup de force au début, puis après, on l'a plus entendu. On sait aussi que Monsieur Lurel était très très intéressé, mais que je sais pas ce qui s'est passé, mais il a oublié en tant que ministre, parce qu'il était ministre à ce moment-là. Il aurait pu prendre ce dossier et en faire un super atout pour la Guadeloupe. Ça, je fais le récapitulatif, parce que c'est très important que la population sache que ce projet-là, il n'est pas d'aujourd'hui, qu'il date depuis des années, parce que j'ai retenu l'émission la dernière fois, et qu'il a été bloqué par certains, et non pas par la population, mais par des représentants politiques, ce qui veut dire qu'il y a une volonté politique de ne pas faire entendre ce projet. Alors, si tu veux continuer encore, vas-y. D'accord. Alors, je vous remercie d'avoir fait ce petit rappel en résumé exécutif, mais j'aimerais à ce moment sortir une phrase d'un écrivain qui s'appelle Friedrich Nietzsche,
et qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Très bien. Okay. Bon, lorsqu'on est entrepreneur, les difficultés X ou Y qui jalonnent le parcours, surtout en Guadeloupe, il est fait d'un certain nombre de situations, de difficultés et autres. C'est inhérent au métier même de l'entrepreneuriat et tout ce qui est autour. Okay. Donc pour moi, ça fait partie des incidents, accidents et autres qui jalonnent la vie d'un entrepreneur. Par contre, qui est revenu à plusieurs reprises, pas tant la situation politique, le comportement des politiques, c'est que à plusieurs reprises, je me suis retrouvé en face des représentants de l'État français, pour diverses raisons, et qui me disaient à chaque fois, Monsieur Bougré, que fait la représentation locale? Et malheureusement, j'étais à chaque fois incapable de dire le pourquoi du comment. Par ailleurs, voilà, c'était comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. On se pose toujours la question encore aujourd'hui, suite à cette crise sanitaire, on se demande, des fois avec Alex, on intervient, on se dit, mais que font nos représentants politiques? On ne les entend pas. En tout cas, pour Bouillante, il m'avait dit, Madame Amélie Renaud, je dis bien polytechnicienne, j'avais eu Madame Paul Langevin qui m'avait envoyé vers elle, m'a dit, Monsieur Bougré, pour Géothermie Bouillante, c'est clair, net et précis, on perd de l'argent. Si ceux à qui vous avez représenté notre dossier que vous me donnez qui est bon, il n'y a aucun souci, parce que j'étais avec mes experts, avec le Marie Rochard et puis Alain Domain, qui est le patron des Phages, etc. Donc des experts reconnus sur la place, on ne peut rien dire. Le Marie avait des photos de Géothermie Bouillante avec les turbines, il était nickel, chrome et autres. On dit, Monsieur Bougré, si les élus en question ou les personnes qui sont peu proches du projet de la représentation locale nous parlent ou reviennent vers nous pour donner quelques infos, on vous suit avec eux et on met en place ce que vous proposez. Par contre, si d'ici 3 semaines ou 4 semaines, ils ne répondent pas, on arrête. Et 3-4 semaines après, Madame Amélie Renaud, avec un sourire en coin, m'a dit, Monsieur Bougré, vous voyez, on vous l'avait dit, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, d'accord. Alors, mais je ne leur en veux pas. Oui. C'était dans leur rôle. Nous, c'est notre rôle, Méga FM, de dire les choses quand même, parce que les gens, c'est le peuple. Le peuple vote. C'est le peuple qui choisit. Donc, il faut qu'il sache ce qui se passe. Donc, ce projet, qui est une coopérative, participatif et solidaire. Tout à fait. Ça. Alors. C'est quoi ça? Alors. Avant de rentrer, la société coopérative d'intérêt collectif, c'est un outil. Un outil. Okay, un moyen permettant de... Ce qu'il faut savoir dans la projection et dans la suite de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a un autre problème dont la population doit être au courant pour qu'elle sache que cet outil-là, parce que les gens parlent de problèmes, ils ressassent les problèmes, etc. Mais on les dénonce, c'est notre travail. Oui, mais sauf que la SAIC est un moyen, une solution permettant de faire en sorte... On ne peut pas empêcher les lanceurs d'alerte. Oui, tout à fait. Toi, tu es derrière pour répondre à ces questions, justement. Pour apporter des informations. Apporter des informations pour que la population et chaque couche sociale puisse se faire une idée et choisir ce qui leur paraît le plus intéressant par rapport à l'intérêt général de la Guadeloupe. Beaucoup de gens me parlent politique. Pour moi, la politique, c'est l'ensemble des décisions et des actions relatives au choix des moyens permettant de déterminer la stratégie allant vers le mieux-être du peuple. Pour moi, c'est ça. D'accord. Okay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent politique. Mais c'est ça la politique. Oui, enfin, moi je sais pas, mais bon. C'est ça la politique normalement. C'est nous la politique. Enfin normalement, cette constitution nous donne juste le droit de nous mettre des représentants, mais qui ne nous représentent pas. Donc on est coincé, on est dans une prison politique nous avec notre constitution. D'accord. Je tenais à préciser ça. Et puis donc sur différents aspects des problématiques dont je parle, on a cette solution qui se met en œuvre, heureusement, avec le travail que je fais. Je rencontre beaucoup d'associations. En ce moment? Oui, depuis que je suis arrivé, je suis venu pour ça. Très bien. Des associations très proches du terrain, et j'en profite pour remercier des personnes comme Mme Chalem Bogarel de la prestation de l'association Bita Bita, comme Monsieur Gilbert Bienville de la radio AIS, etc., qui ont compris et qui m'ont expliqué des choses qui sont extrêmement
extrêmement particulière, pertinente et autres. Notamment lorsque j'ai parlé du programme d'action qu'on va décliner au fur et à mesure de l'avancée dans les différentes moyens de communication, lorsqu'on a parlé avec Madame Bocarel du fait que nous, mon frère et moi, avons été au Bénin sur la plage de Ouida, enfin mon frère Jean plus précisément, et la première fois où j'ai mis le pied en Afrique, c'était quelque chose d'absolument très fort émotionnellement parlant, et quand mon frère a été à Ouida sur la plage, c'était encore plus fort. Et on s'était promis que le jour venu, le moment venu, par je ne sais quel moyen, nous allons construire un bateau, un négrier qui s'appelle Silénim, pour faire l'inverse, l'anagramme de millénisme, parce que les gens ne savent pas. Il est là, votre frère? Ton frère, il est là? Non, il n'est pas là. Parce qu'il est très connu, ici. C'est Guenal, oui, c'est sûr. Et voilà. Et lorsque j'ai commencé à lui dire qu'on est en train de travailler sur la conception de ce bateau avec des Guadeloupéens qui sont experts en navigation et autres, plus d'autres Guadeloupéens qui contribuent à la cause, je dirais, et bien, Madame Chalem a fondu en larmes, c'était extrêmement important. Donc je reviens à ce que je disais. Je vais quand même demander si Mariko veut intervenir jusque-là. Non, ça va pour le moment. Parce que voilà, elle note bien le projet pour qu'on puisse bien en parler, c'est très important. Alors, c'est très important de savoir ça, c'est important de savoir qu'on rencontre des associations, on en rencontre. Oui, parce qu'elle est une association. D'accord. Et on en a rencontré une au Gosier, bref, je reviendrai là-dessus. Par contre, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que cette société coopérative, dans laquelle on demande à ce que tous les Guadeloupéens, je dis bien tous, dès qu'ils sont en âge de participer à la vie sociétale, elles puissent, même pour un euro symbolique, en faire partie. Donc on donnera on a déjà donné l'adresse, on pourra le donner. Mais surtout, elle apporte une solution dans laquelle, capitalistiquement parlant, le Guadeloupéen et la Guadeloupéenne... Capitalistiquement parlant. C'est-à-dire que... Ça veut dire capitalisme. Non, c'est pas, voilà, c'est pas ça. Je fais exprès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des mots que les personnes, on doit les décrypter. Oui, sauf que, il y a des gens qui en profitent pour aller dans le mauvais sens. Sauf qu'aujourd'hui, il y a l'économie sociale et solidaire. Il y a quand vous montez une société, vous constituez un capital, c'est dans ce sens-là. Oui. Et si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans ce capital, les décisions stratégiques et autres, vous ne pouvez pas en faire partie. C'est clair. Sans argent, on ne peut rien faire. Voilà. Et malheureusement, sans argent, on ne peut rien faire, mais il ne faut pas que l'argent. Il faut autre chose. C'est bien. Il faut au moins deux composantes. Il faut que vous ayez l'argent et que vous soyez bien entouré. Si vous avez l'argent, vous êtes bien entouré et que vous avez un marché solvable, je dis bien un marché solvable, vous trouverez le reste sans problème. Et donc voilà. Et pour revenir à l'électricité, il faut que vous sachiez, et je vous le répète encore une fois, et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette SCI est en train de se construire pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une force de la société civile qui est en œuvre, en plus des politiques et de tout le reste, pour que l'État français, l'Europe, le monde voient qu'on est capable, en fonction des problèmes qui nous sont posés, d'être capable de se réunir, aussi bien d'apporter l'euro symbolique qu'il faut, et ensuite les emplois et tout le reste. Parce que jusque-là, on a toujours plus ou moins été pas dans le capital, ce qui fait lorsqu'il y a eu des décisions stratégiques, on n'était pas, etc. Alors, il faut devenir actionnaire pour un euro symbolique. Sociétaire coopérateur. Sociétaire coopérateur. Donc, ça veut dire qu'on intègre cette société coopérativement, par un modèle coopératif, pour un euro symbolique. Voilà. Au minimum. J'espère que j'explique bien pour les personnes qui... Et bien évidemment, ce que j'ai dit ça à certaines associations, comme samedi dernier avec l'association Bita Bita, les personnes étaient tellement... elles ont tellement été sensibilisées par les enjeux qu'il y a au niveau des problématiques dont je vais parler tout de suite, qu'elles ont demandé est-ce qu'elles pouvaient mettre de l'argent tout de suite, est-ce qu'elles pouvaient se mobiliser tout de suite, etc., etc. Oui, ça fait envie. Et curieusement, les personnes que je rencontre, c'est essentiellement des femmes. Dans toutes les associations, il y a des femmes et avec une verve. Ah, mais c'est clair, on l'avait remarqué. Avec une verve et une envie, mais alors c'est pas possible. Donc pour en venir à cela, un moyen est mis en place pour faire en sorte que, premier élément important, c'est que aujourd'hui, ce que beaucoup de nos compatriotes ne savent pas, c'est que le prix de revient pour produire un mégawatt d'électricité, je ne vais pas rentrer dans les détails, coûte 55 € grâce au nucléaire en France. 55 € un mégawatt. 55 €. Oui. Et ce que je dis là figure dans les études de la Commission générale de développement durable et des inspecteurs financiers de l'État français, ministère des Finances. Et c'est pas quelque chose que je sors comme ça, je peux fournir preuve à l'appui de ce que je dis. Dans les zones non interconnectées, dont la Guadeloupe fait partie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc., Réunion, le prix de revient du mégawattheure est compris entre 250 et 300 €. Vous entendez ?
55 euros en France hexagonale, 200 à 250 euros sur l'outre-mer. Enfin, dans les zones non interconnectées. Il n'y a pas que l'outre-mer, hein, c'est la Réunion et tout le reste de l'autre côté. Oui, c'est tout l'outre-mer alors. La Polynésie, voilà. Et bon, ça existe. Et la France a mis en place, enfin, le gouvernement d'une époque, ce qu'on appelle la péréquation tarifaire de l'électricité. C'est-à-dire que, quel que soit, qui est alimenté par la CSPE, la contribution sociale de l'électricité, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, et quel que soit son prix de revient, vous payez le même prix du mégawattheure. Sauf que, en 2017, et j'ai le rapport d'études, je dis bien en 2017, Manu, enfin le président de la République française, il a demandé à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une revue des dépenses. Et il a intégré dans cette revue des dépenses la péréquation tarifaire de l'électricité. J'ai l'étude, et dans cette étude, ils disent bien que la CSPE, donc la mécanique, le dispositif qui permet de compenser les pertes et tout le reste par rapport au fait qu'on paye tout le monde le même prix le mégawattheure, doit être revu puisqu'il génère des surcoûts qui deviennent de plus en plus explosifs. Okay. Pour nous, voilà. Pour eux, pour nous, enfin pour eux, pour nous, oui, et qui on coûte cher. Et qui grèvent les budgets généraux de l'État. D'accord. Alors ils ont envie qu'on trouve une solution. Ah, je sais pas. Toujours est-il que, n'empêche que, selon moi, lorsque un gouvernement ou lorsque des politiciens commencent à parler de coûts, de surcoûts, grèvant les budgets, il y a de fortes chances pour que derrière, il y ait des actions qui soient prises, à un moment ou à un autre. Moi, ce que je dis, c'est que vous imaginez bien que si pour une raison ou pour une autre, même si on a demandé, il faut reconnaître, monsieur, quelqu'un m'avait dit de voir avec la représentation locale, donc madame Bénin, qui a fait un travail intéressant pour ça. C'est arrivé au gouvernement lors de la question et réponse, le gouvernement a dit non, ils ne toucheront pas à la péréquation tarifaire. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que vous savez très bien comment ça se passe au niveau des politiques et d'un gouvernement, pour éviter que cette éventualité n'arrive, parce que gouverner c'est prévoir, il vaut mieux trouver un moyen de faire en sorte que pendant au moins un certain temps, on ne touche pas à cette péréquation tarifaire. Alors ils disent qu'ils ne touchent pas en nous laissant le temps de trouver la solution. Et notre Zorro, Gérald Bougré, arrive. C'est pas tout à fait ça, mais bon, dans le prolongement des recherches et développements que j'ai faites, donc il y avait cette interrogation-là que j'ai toujours positionnée sur. Mais il n'y avait pas encore l'étude précisant cela. Et donc j'ai anticipé. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ce risque-là, il soit le moindre, ce problème-là ait le moins de risques possible d'arriver. Ouais. Pour ce faire, j'ai eu la chance que depuis pas mal d'années, j'avais commencé à mettre un certain nombre de posts sur Facebook pour lesquels certaines personnes m'ont dit oui, mais t'es pas là, t'es pas à proximité, t'es pas etc. Oui. Mais je l'avais fait dans une stratégie bien précise. C'est vrai. Que je disais des choses sur Facebook, des médias sociaux, et ensuite je savais ce que j'allais faire derrière. J'ai un plan prévisionnel qui est prévu depuis des années, qui se met en place au fur et à mesure de l'évolution des choses. Et donc, suite à cela, des associations de Guadeloupe, des présidents d'associations, présidentes, m'ont demandé à me voir en France hexagonale. Ils sont venus me voir, et ils m'ont demandé, physiquement, on s'est rencontrés, on a échangé. Il y a même des politiciens aussi ici qui sont venus. On a échangé avec eux pour qu'ils voient qui j'étais, etc. Et je leur ai donc fourni un certain nombre d'informations et des associations en question m'ont dit que le moment venu, ils vont prendre le relais de ce que j'apporte comme information et des solutions. Le moment venu, oui, le moment venu. On l'attend alors, d'accord. Non, et le moment venu, ça a été pour eux juste avant les élections, les nouvelles élections municipales. D'accord. Et entre-temps, on a eu la chance de rencontrer d'autres personnes, d'autres associations comme celle du collectif, le collectif Constituant Justice Guadeloupe. Et du coup, là encore, pareil, tout le programme d'information a été passé. Oui, il porte le projet, je suis dedans, Marie-Hélène est la personne qui porte le projet. Il porte le projet, l'un des moyens permettant de régler le problème. Mais il y a, en dehors de cette péréquation tarifaire qui est un problème, il y en a au moins 3 autres qu'on avait identifiés pour lesquels la population civile, la société civile au travers de cette essai. C'est lesquels ? La première, c'est que lorsque l'on veut, selon moi, en tout cas par rapport à ce qu'on m'a appris de la Guadeloupe, faire en sorte que les choses bougent, il vaut mieux que la population au sens large puisse être informée. Oui. En France hexagonale, notamment sur le volet énergétique, il y a une commission dite nationale de débat public qui est spécialisée là-dedans, qui est indépendante. Elle a la faculté de savoir mettre en place sur un territoire les outils qui vont permettre, quel que soit le territoire, d'avoir les forces vives qui s'expriment, c'est-à-dire ils sélectionnent les personnes par, au hasard. Oui. Ils forment ces personnes
au sujet de la thématique à traiter. Ensuite, ils arrivent à les interroger pour savoir connaître le bien fondé ou non d'un projet à mettre en place sur leur territoire. D'accord. Par exemple, je vois qu'on en est à une demi-heure déjà. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce projet. Oui, on y arrive. Oui, mais il va nous rester 5 minutes pour en parler. Non, parce qu'il va y avoir des questions. Mariko va intervenir. Oui, donc, ce projet, moi, j'ai mis 1 euro. Je voudrais que d'autres de la population mettent leur euro. Et ils aimeraient avoir une demi-heure pour comprendre ça. Oui, mais ça va être très rapide. Bon? Mais oui, moi, ce que je veux dire par là, c'est que il faut connaître. Vous savez, une société, c'est un moyen, c'est pas une fin, c'est un moyen. Et oui, on a compris, c'est un outil. Oui, mais je termine. Je tiens à terminer parce que c'est très important. Oui. Donc, il y a ça pour lequel il faut que la population puisse informer. Et on a fait, grâce au collectif constituant, les courriers qui vont bien pour saisir. On a aussi fait les courriers qui vont bien pour saisir le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, s'agissant de pression tarifaire. Ce sont des actions qui ont été menées. Okay, il y a aussi la demande parce que... Je ne peux pas trop en parler vu que je suis dans le collectif. Voilà. Oui, mais par exemple, un autre élément important qui va en lien avec la SCIC, c'est le fait de demander à l'État de chiffrer le coût des 40% qu'ils possèdent en géothermie bouillante, parce que les Guadeloupéens, depuis 1962, ils ont mis leur argent dans les études préliminaires, les fausses études de faisabilité, de préfaisabilité. Qui a mis son argent? Le contribuable français et singulièrement le contribuable guadeloupéen. Très bien, vous entendez. Sauf que lorsqu'on a vendu géothermie bouillante sans appel d'offres, je veux bien savoir, je suis sûr que la ville de Bouillante et la Guadeloupe n'ont pas reçu à due proportion ce qu'ils auraient dû recevoir par le fait des investissements qu'ils ont consentis depuis l'époque. Et moi, si les choses vont dans un certain sens, la première chose que je vais demander, c'est les archives qui vont bien pour savoir combien les Guadeloupéens ont mis pour qu'ils puissent récupérer cet argent-là. Parce qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, etc. Mais ça, c'est quand vous faites une préétude ou des trucs comme ça pour créer une société, pour exploiter une ressource, vous mettez de l'argent. Et cet argent-là, soit on vous le réintègre dans le capital, soit on vous le rembourse. On trouve un moyen et ils ne vont pas rembourser. Je sais pas. Et à qui ils doivent rembourser? À la population? Déduit des factures? Normalement, la structure qui a dû faire au nom de la Guadeloupe les investissements en question, elle doit avoir des archives et elle doit savoir combien les Guadeloupéens ont mis. Et pouvoir donc dire, vous vendez, mais nous voilà ce qu'on a mis. Vous êtes majoritaire, donc vous vendez comme vous voulez. Tu n'as pas de question là-dessus? Mais vous pouvez faire en sorte que... Moi, j'ai une question. Oui. Mais pas par rapport à cela. Disons qu'il faudrait rester en sujet. Par rapport au fait que l'électricité, c'est une énergie libre. Oui. D'accord? Oui. Donc, comment ça se fait que le contribuable soit taxé autant? Ça, alors là, c'est EDF. C'est énorme, les taxes qu'on a. Moi, j'ai vu ça cette année. C'est EDF et les organismes spécialisés en France qui s'occupent de ça qui pourront vous le dire. Parce que si en plus, c'est parce que, il a répondu tout à l'heure, c'est parce qu'on leur coûte cher apparemment, puisque c'est 250 € le mégawatt, 1 mégawatt pour nous. Donc ils nous taxent, ils récupèrent l'argent, voilà, j'ai répondu. Non, parce qu'il y a l'énergie libre. L'énergie statique, par exemple, quand on passe à côté, d'une surface, par exemple, nos poils se hérissent. C'est l'énergie qui nous entoure. Oui. Et parce que je suis quelqu'un de curieux, je m'intéresse à pas mal de choses, et notamment l'énergie fossile. Donc le pétrole. Apparemment, on peut créer du pétrole. On peut faire plein de choses. Alors, déjà, si vous parlez d'énergie qui circule et autres, l'un des premiers précurseurs qui a fait des travaux énormes là-dessus, c'était M. Tesla. Oui. Et Tesla, un jour, il est rentré chez lui. Quand il est rentré, il n'avait plus rien. On l'avait squeezé, etc. Oui. Ce que fait Elon Musk, essaye de reprendre les travaux, essaye de faire un certain nombre de choses concernant Tesla. Donc ça existe. Oui. Alors là, des moyens d'exploiter des ressources sur Terre, quelle que soit la ressource. Là, on parle des renouvelables, etc. Il en existe. Après, c'est les représentations locales des individus qui mettent en place un certain nombre d'outils, de moyens, de matériel, qui coûtent un certain prix, qui répercutent ce prix dans la vente du service et de tout le reste qui va avec. Et c'est à partir de là, entre autres, qu'on commence à rentrer dans les schémas malheureux qu'on connaît, comme pour l'énergie, comme pour l'eau, comme pour bien d'autres éléments. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, EDF pourra vous en dire plus, ou en tout cas l'État français, parce que ça, c'est l'exploitation de certaines ressources qui sont libres et sont comment dirais-je,
sont gratuites, se retrouvent en bout de compte dans un robinet où après on appuie sur un bouton, à devoir le payer des prix pas obligatoirement. Donc là, quand même, on vient d'apprendre quand même une chose encore d'important, c'est que cette géothermie a été vendue, mais en plus, il aurait dû y avoir un retour à la population de cette vente, qui pour le moment, il faut faire une enquête, des archives, une consultation d'archives pour pouvoir justifier ça, savoir où est cet argent. Et donc, ça, c'est, moi, je dis le principe de base, quand vous montez une société, si vous avez fait des études, vous avez fait des investissements au départ, vous êtes censé être présent dans le capital de la société en question, à due proportion de ce que vous avez amené, ou si les personnes en question ne veulent plus de vous parce qu'ils sont majoritaires, etc., ils vous donnent un hommagement. Je ne suis pas sûr, moi, aujourd'hui, puisque j'ai pas les informations que ça a été fait dans le cadre de géothermie bouillante. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas que ça. Il y a cette question-là aussi à voir. Et donc, la SCIC en question, elle doit permettre, d'une part, d'apporter des solutions à ces problèmes dont je viens de parler, et c'est pour cela qu'on demande à ce que toute la population y soit présente, même pour un euro symbolique, parce que en dehors de pouvoir, d'être une force qui va pouvoir, et c'est la société civile qui le fait, elle va pouvoir donc poser des questions, elle va pouvoir s'approprier ces questions et apporter des réponses, pas dire il y a problème, dire voilà, il y en a ces problèmes-là, voilà le moyen, le montage financier qui nous permettrait de... C'est bien de proposer derrière, oui. Et comme c'est fait par toute la population, donc on ne peut pas dire oui, c'est celui-là qui est de gauche, qui est de droite, du milieu, du centre, machin. C'est toute la population civile qui transcende son appartenance politique ou sociale, ou etc., pour aller dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là que cette société est en train de se monter. Donc elle est en train de se monter. Tout à fait. Avec d'ores et déjà des associations, des représentants d'associations, des personnes individuelles, notamment, comme je vous l'ai dit, l'association Bita, la AIS de monsieur Bienville, et ainsi de suite. Et donc ça va continuer jusqu'à ce que on ait, comment dirais-je, on ait la sortie du décret lié à la PPE de Guadeloupe pour faire en sorte que les chiffres définitifs du mix énergétique qui doit évoluer d'ici 2028 soit officialisé, et que cette société civile qui est montée... Oui, il lui faut un nombre consécutif pour qu'elle soit quand même représentative. C'est ça qu'ils attendent? Non, pas du tout. Ça, c'est notre initiative. Ouais. Okay, mais en dehors de ça, la partie programmation pluriannuelle de l'énergie qui existe en France pour tous les territoires a été prépubliée le 3 mai 2019. Et l'idée, c'est que ensuite, il doit y avoir un décret. C'est qu'au moment où ce décret va sortir, il y a une force guadeloupéenne qui soit positionnée et qui va permettre de mettre en face de ces chiffres, puisque moi j'ai un certain nombre d'éléments provenant d'EDF par rapport aux aspects techniques des projets qu'on propose, qui sont intégrés dans la formulation de cette CIC. Il a été déposé quand, ce décret? Non, 2000 non, il y a eu une prépublication, parce qu'en fait ça se fait, les instances parties prenantes se réunissent, sortent une prépublication de la PPE, et ensuite le gouvernement sort le décret qui valide les chiffres de cette PPE. D'accord. Et dans cette PPE, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est que d'ici 2028, selon les calculs d'EDF, les statistiques, etc., il va falloir au moins 512 mégawatts supplémentaires pour pouvoir absorber la consommation qu'il va y avoir à ces moments-là. Ouais. Okay, parce que c'est comme ça, on progresse, on évolue. Même si on fait des économies, etc. Sans compter qu'il ne faut pas oublier que la 5G, qui un jour ou l'autre va voir j'allais dire ça. Va faire exploser va pouvoir exploser les compteurs, parce que sinon on va se retrouver dans cette situation. On va la voir en Guadeloupe, la 5G? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que, quel que soit ce qui va se présenter, il faut qu'en Guadeloupe, cette société civile soit en mesure de dire, voilà, il faut tant de mégawatts supplémentaires, on a fait les calculs, ça va rapporter tant, parce que je n'oublie pas de le rappeler, Ormat Technologies a fait 6,4 millions de bénéfices avec un outil qui aurait dû être dans les mains des Guadeloupéens, parce qu'ils ont commencé à bosser dedans depuis 1962, directement ou indirectement, et que... Et à qui vont ce bénéfice, alors? Aux propriétaires qui ont acheté la géothermie? Il n'y a rien qui profite pour la Guadeloupe. Comme dans toute société. Non, je ne dirais pas ça. Il y a probablement des choses qui ont été faites, qui ont été données en compensation, mais jusqu'à quel point? En tout cas, c'est certainement pas à des hauteurs... Alors, cette coopérative, moi j'ai une question. Cet engagement des personnes qui vont investir dans ce projet, moi j'en fais partie, sur cette géothermie, quels seront leurs intérêts? C'est important qu'ils sachent. L'intérêt, c'est de participer à
contribuer à apporter des réponses aux problèmes qui n'ont pas été résolus jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme ce que je viens de parler, mais surtout d'être à même de participer à des solutions pour des richesses dont la Guadeloupe ne connaît pas encore l'existence. D'accord. Et ces richesses, pour les rappeler, c'est la possibilité d'exploiter la géothermie par des technologies nouvelles qu'on appelle la 4e génération, je ne vais pas entrer dans les détails, qui permet d'être beaucoup plus performant par ailleurs, et ensuite d'apporter des services systèmes que EDF n'a pas aujourd'hui avec les turbines à combustion, les moteurs diesel, même avec le solaire photovoltaïque et l'éolien, avec du stockage. Alors, leur seul intérêt, c'est d'apporter des solutions. Ils auront que ça ? Non. Ah, moi, je suis comme ça. Oui, mais ça c'est une première partie. Ensuite, les marchés sur lesquels, non seulement par rapport à des solutions sur les problèmes dont je viens de parler, juridico-administratifs et autres, mais en même temps sur l'exploitation des marchés solvables, répondant aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et en plus avec un retour sur investissement comme c'est pas possible, en tout cas tel que ça existe aujourd'hui. On peut réinjecter dans des projets sur la Guadeloupe. Exactement. Donc on servirait à ça. Tout à fait. Par exemple, moi j'ai lu un petit peu ton papier quand même, pour des infrastructures comme l'eau, la santé, l'assainissement, le transport, etc. On pourrait réinjecter ça. Voilà. Alors, bien évidemment, je termine pour la partie richesse, parce que ça c'est hyper important. Donc, géothermie 4e génération permettant les retours sur investissement sont relativement importants. J'ai donné les chiffres à plusieurs reprises par ailleurs. Ce qui va permettre évidemment de pouvoir concevoir des montages financiers permettant d'aider là où on sait qu'il va y avoir problème, enfin qu'il y a déjà problème et pour lesquels à un moment ou à un autre, il faudra, même si on attend les fonds FEDER, les FSE, tout ce qu'on veut, etc., il faudra attendre après pour faire en sorte que, et des fois même dans ces subventions qu'on lève, il faut apporter un petit quelque chose au départ, enfin ça dépend de la manière qu'on négocie et autres, des fois on arrive à passer au travers, etc., et ainsi de suite. Deuxième élément super important, c'est que, qu'on le veuille pas, maintenant, aujourd'hui, il est reconnu de notoriété publique que l'hydrogène est un composant extrêmement important pour la suite des événements dans l'économie globale. Et la France va y investir des milliards, l'Allemagne des milliards, l'Europe, etc. Parce que industriellement parlant, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de verdir, parce que la production d'hydrogène est extrêmement carbonée, donc n'allant pas dans la direction de la réduction de gaz à effet de serre et tout le reste qu'on connaît aujourd'hui. Il va falloir donc trouver des moyens de faire en sorte que cette production soit le moins polluant possible et moins émetteur possible de gaz à effet de serre. On essaie d'utiliser en amont du solaire photovoltaïque et l'éolien parce que ça a permis de réduire les gaz à effet de serre jusqu'à un certain point, mais personne jusqu'à ce jour n'a utilisé, peut-être à part l'Islande, la géothermie pour produire l'électricité forcément verte, ou en tout cas quasiment verte, qui va faire l'électrolyse de l'eau permettant de produire de l'hydrogène. Et la Guadeloupe, de par ce biais-là... On pourra vendre de l'hydrogène. Voilà, a les capacités... Dans le monde entier. Aurait les capacités. Déjà dans la Caraïbe, ce sera déjà pas mal. où on est déjà en action concrète avec la Dominique, sur des actions avec Adénoir Douglas, qui est géothermicien électricien, l'ancien maire de Portsmouth, Ned, qui est un Saint-Lucien, et puis McCarthy, qui est un financier de par ailleurs. Donc, voilà la deuxième richesse. Troisième richesse, c'est que normalement, dans le sous-sol, à certains niveaux, on trouve ce qu'on appelle des aquifères saumâtres. Ces aquifères saumâtres sont a priori propices à la production de lithium-ion. Et lithium-ion, c'est ce qu'on retrouve dans les batteries, dans les téléphones portables et partout dans le monde. Donc ces trois richesses-là, plus le fait qu'on mette en place une dynamique qui est déjà existante, c'est-à-dire la coopération avec la Caraïbe, on le fait déjà nous, avec la Dominique, au travers des engagements que la Dominique a signés sous les accords de Paris en 2015. Ces engagements ont été traduits en actions à mener, financées par l'ONU. Il y a une trentaine d'actions pour un montant de 220 millions d'euros par ailleurs, dans lesquelles il y a la production d'abris anticycloniques, parce que chaque fois qu'il y a un cyclone là-bas, tout part, d'enfouir les lignes électriques, de mettre une petite centrale de 3 à 4 mégawatts de géothermie à la Dominique, et surtout, actuellement, je dis bien actuellement, on est en train de travailler avec eux, parce que l'Aliat ayant fait faillite, ou presque, ils ont des problèmes avec des ferries qui sont obsolètes, donc ils ne peuvent pas transporter leurs marchandises, leurs biens, ils ont des difficultés. Et ils nous ont demandé, moi, Gérald Bougré, en tant que Guadeloupéen et autres, on travaille avec la Dominique pour fournir un ferry, pour pouvoir faire en sorte que la population de Guadeloupe dominicaine retrouve un fonctionnement de... Du coup,
avec ces 4 éléments-là, on arrive donc à augmenter le PIB de la Guadeloupe. Chose que, malheureusement, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je n'ai jamais entendu dire sur aucune radio, aucune télé, ni quoi que ce soit, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres qui le connaissent et ils vont le faire savoir, que ils ont des projets où ils ont des éléments leur permettant d'augmenter le PIB de la Guadeloupe, qui par ailleurs est, entre guillemets, PIB avec des éléments des transferts sociaux, donc c'est un peu particulier. J'ai cru qu'il y avait un appel. Non, je regarde. Ok, Gérald, je ne sais pas, tu n'as pas de questions donc, je vois que tu es en train d'amplifier donc, cette dynamique, là, depuis que tu es de revenu parmi nous, maintenant. Donc, je vois aussi que c'est un projet qui va demander un investissement de toute la population afin de répondre à une réparation, à un développement de nos infrastructures sans avoir à quémander et en devenant autonome. Il me semble qu'on a très envie d'aller vers cette autonomie, surtout que je pense que dans l'avenir, on aura de moins en moins d'argent versé par nos représentants de l'Europe comme de l'État français, parce que les budgets avec ce Covid et tout, ça va être ric-rac. Donc oui, moi je trouve que ça tient la route. Donc, comment cela se fait que moi déjà ça m'emballe, j'en vois d'autres qui ça les emballe, que les maires pendant toutes ces années n'ont jamais validé ce projet. Là je tombe sur les maires, puisque les politiques. T'as contacté les maires ? Oui, bien sûr. Je répète encore une fois que les travaux préliminaires qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui là, j'ai fait le tour de la Guadeloupe plusieurs fois, celui de la Martinique aussi, et on a eu, c'était à l'époque, c'était sous la forme d'un think tank qui s'appelle une Guadeloupe d'avance, qui est devenu Cigaria, c'était Civile Guadeloupéenne, Ambition, Responsabilité, Initiative en action, parce que c'est pas tout de dénoncer et autres, il faut pouvoir agir. Et à chaque fois, sur des éléments clés de ce qu'on découvrait sur le réseau électrique par ailleurs, on faisait une petite note où on allait voir les maires pour leur dire, voilà, il y a tel élément dont vous devriez tenir compte, prendre en compte et faire X, faire Y, notamment sur la partie éclairage public. C'était la dernière fois les problèmes qu'il y avait sur ça, qui ont fait perdre énormément d'argent aux Guadeloupéens parce qu'ils n'avaient pas mis le code tarif qui va bien, leur permettant de réduire les trucs, ce qui fait que les Guadeloupéens ont perdu des millions et des millions d'euros. Bon, ouais, ça, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas dire pourquoi X, pourquoi Y, pourquoi Z. Toujours ça s'est passé comme ça, mais aujourd'hui, on a d'autres opportunités et j'espère bien, d'ailleurs, ça se matérialise, il faut dire ce qui est. Nous avons, le collectif constituant Guadeloupe a contacté, écrit aux nouveaux maires pour leur synthétiser, c'est-à-dire sur une page, les nouveaux enjeux dont on parle aujourd'hui, pour leur dire dans quelle mesure ils seraient prêts à faire partie de la catégorie collectivité de cette SCC, parce qu'il y a différentes catégories dans la SCC en question. Et force est de constater qu'il y a des maires, notamment du Sud-Basse-Terre, qui se sont manifestés dans le bon sens du terme. Je ne vais pas donner leur nom dans le bon sens du terme. D'autant que pour la partie civile et industrielle pure, je viens de donner des éléments, mais concernant les mairies, ce qu'on leur propose tout de suite, au travers de cet essai ou d'un montage, en tout cas public-privé qui irait bien, c'est de rendre toutes les mairies de Guadeloupe à énergie positive. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je me dis pourquoi les maires ne portent pas ce projet devant les parlementaires, parce qu'il n'y a pas de maire cow-boy en Guadeloupe. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment sous la coupe de je sais pas qui d'ailleurs. On ne va pas citer de nom, mais ces maires-là, normalement, nos 32 maires, s'ils avaient tous ce projet en main et qu'ils allaient devant les représentants qui sont au-dessus, s'ils suivent la pyramide, ça devrait passer, parce que c'est même aussi pour l'intérêt de leur commune et de leurs administrés. Alors là, ça c'est certain, d'autant que jusque-là, ils avaient des marges de manœuvre, mais je le redis encore, les politiciens, ils peuvent faire toutes les promesses qu'ils veulent. Aujourd'hui, la DGFiP a sorti une cartographie de l'endettement des communes, des problèmes qu'ils ont. Moi, je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir, parce que comment ils vont pouvoir faire mieux que ce qu'ils avaient prévu de faire avant. Alors moi je sais, ils ont mis des radars. Ils ont décidé de mettre des radars. Non, ça ne suffira pas. Parce que bien évidemment, entre-temps, il y a une vague qui va se pointer, notamment après l'après-Covid, parce qu'aujourd'hui, ça tient plus ou moins pour des raisons, parce qu'il y a le prêt garanti par l'État et parce qu'il y a, des dispositifs qui sont pris pour compenser. Mais à un moment ou à un autre, Manu, le président de la République, il va dire, on est à 120% d'endettement par rapport au PIB. La Grèce s'est effondrée
après, on était à 180-200. Donc, un jour ou l'autre... Ils ont répondu par des radars plutôt qu'un projet de Gérald Bougré. D'ailleurs, Gérald, comment on sait si on veut te contacter pour avoir plus de renseignements, plus d'informations tu as un bureau, un secrétariat Tout à fait. On peut appeler à Saint-Claude Madame Marie-Hélène Dulis, 06 90 53 10 52. 06 90 53 10 52. Voilà. D'accord. La SCIC, sa domiciliation est sur Saint-Claude dans un premier temps. Donc le siège est à Saint-Claude prévu d'être à Saint-Claude, attendant de la coopérative. Voilà, permettant d'eux. Et c'est pour le démarrage, donc après on verra comment les choses vont évoluer, puisque ce seront les coopérateurs sociétaires qui vont décider de prendre les décisions avec les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Et ensuite de suite. L'idée, c'est d'être prêt, continuer de faire ce travail-là et d'être prêt pour faire en sorte que... Et ce qui est aussi très bien, c'est que dans la vision qu'on a et le plan de programme de développement économique, parce qu'on a un plan de développement socio-politico-économique de la Guadeloupe, c'est pas on discute à gauche, à droite, dans tous les sens. Il y a un plan de développement, il y a un programme d'action, un certain nombre d'actions, notamment une trentaine, parce que ça, ce sont des moyens dont on a discuté, mais il y a des actions bien précises qui ont été initialisées, qui sont en cours de mise en œuvre, et il y a encore d'autres que d'ailleurs l'association et Radio AIS a prévu d'organiser tous les mois, si mes souvenirs sont bons, la présentation de chaque de 2 ou 3 actions prévues dans le programme qui a été élaboré, et pour voir comment avec la population elle peut s'intégrer dans la dynamique. Ce qui me permet aussi de dire que dans ce plan, il a été prévu de créer à l'échelle spatiale de chaque communauté d'agglomération des pôles structurants de coopération économique, social, solidaire, socio-solidaire, durable, zéro chômeur, à l'instar de ce qui existe. Zéro chômeur, ça fait rêver, ça. À l'instar de ce qui existe en France. C'est un peu un slogan campagne, ça. Oui, non, c'est pas un slogan campagne. Il y a des dynamiques qui se mettent en place et on peut tendre vers le zéro chômeur. Et je le dis bien et je le répète, ce genre de structure existe déjà en France hexagonale. La mobilisation des citoyens dans des projets de ce type a commencé il y a très longtemps, et la société civile hexagonale, il y a des tas d'exemples par exemple Énergie Partagée, Enercop et autres, sont déjà en dynamique d'exploiter sur leur territoire, parce que c'est le privé qui prend tout. On ne dit pas on prend tout, mais on prend au moins la moitié, pour faire en sorte que la redistribution des richesses puisse se faire dans de bonnes conditions. Par exemple, il y a une commune qui s'appelle Grande-Synthe. Grande-Synthe a réussi, en faisant des économies sur leur éclairage public, à redistribuer sous le forme d'un minimum social garanti à leur population. Ouais. Et ça a permis de régler pas mal de problèmes de Je ne sais pas si ce qu'ils veulent vraiment ici en Guadeloupe, nos volontaires politiques élus grassement par le peuple, qui ne comprend pas qu'il faut changer. Il faut changer de modèle, il faut changer de modèle. Hein. Je dis pas, de personne, hein. Je dis de modèle déjà, parce que là, ils ont quand même fait le choix de passer par les radars. Moi, je ne l'oublierai jamais. Et on en veut à ce préfet, mais le préfet était tout content que 32 maires lui demandent des radars dans leur commune pour pouvoir pallier, au lieu de demander de l'argent à l'État français, voilà. Sauf qu'on ne peut pas tendre en neuf. Voilà. C'est qu'à un moment donné, c'est comme les taxes, hein, vous pouvez multiplier les taxes autant que vous voulez. S'il y a 0 en entrée, ça sera égal 0. Il faut espérer que ces nouveaux maires soient sensibilisés. Maintenant, je ne sais pas, Mariko, tu as des questions? Oui. J'ai une question. Allez-y. Est-ce que je peux investir donc, à 1 euro symbolique? Ça me parle, effectivement. Le projet, oui. Donc, ces augmentations, on les a subies aussi par l'augmentation de l'octroi de mer. Donc, il s'est répercuté sur des portefeuilles des Guadeloupéens. Oui. Effectivement, avec une implantation de radars un peu partout. Et rien n'a changé pour nous. En tout cas, ce projet, j'aimerais savoir si, au niveau des infrastructures, le Guadeloupéen devra investir dans une nouvelle infrastructure ou utiliser celle existante. Alors, là-dessus,
comme je l'ai dit tout à l'heure, cette SCIC est un moyen. Les retours sur investissement attendus, si on va dans le sens de ce qu'on dit, je vous le dis, les paramètres font par exemple, pour prendre tout simple, j'essaie d'être simple, Ormat, pour 15 MW de puissance installée, je vais revenir à la question, mais je vous explique comment le processus qui va permettre aux Guadeloupéens de participer aux investissements des infrastructures sans qu'on ait besoin de rentrer dans les schémas concepts. Ormat a fait 6,4 millions de bénéfices en 2017. Si on divise par 15, on va avoir à peu près 467 000 euros par mégawatt installé de bénéfices. D'accord. De bénéfices. Hein. Okay. Voilà. Nous, avec le dispositif qu'on propose, on arriverait, par exemple, avec la 4e génération, à sortir des bénéfices de l'ordre de 1 million d'euros par mégawatt. En partant du principe que, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ici 2028, on va avoir 512 mégawatts supplémentaires à trouver pour pouvoir absorber, supporter la consommation qu'on va avoir. Nous, ce qu'on dit, la SCIC va faire tout ça, c'est qu'on peut voir dans quelle mesure la moitié de ces mégawatts qui sont à fournir puisse être fourni par la SCIC en question au travers de ses compétences et autres personnes qui sont positionnées. Et ça voudrait dire que vous pourriez avoir potentiellement 256 millions d'euros de bénéfices sur une quinzaine d'années, parce que les contrats avec EDF, c'est une quinzaine d'années, grosso modo, à faire. Et dans notre équipe, nous avons bien évidemment en dehors des techniciens hors pair qui sont Alain Domain, ancien patron des Forges Énergie de Nord-Est Guadeloupe, qui a fait ingénieur NSAM, Louis-Marie Rochat qui est ingénieur de la marine marchande et qui a su faire fonctionner les géothermies bouillantes dans les conditions que j'ai expliquées tout à l'heure, 98% de disponibilité, ce qui n'est jamais venu nulle part, font partie de nos... Et à l'intérieur de ça, il y a aussi une équipe de financiers, notamment M. Olivier Follin, qui est de l'AFD, l'ancien directeur de l'AFD, et qui sait, en plus de ce que je suis capable de faire, moi, ayant fait l'Institut d'administration d'entreprise de Paris 1, monté en Sorbonne, des montages qui permettent, à partir d'un euro investi, de lever les fonds qui permettent de faire en sorte que le nécessaire en termes d'investissement pour ces infrastructures puisse se réaliser. Ça veut dire que par ces mécaniques-là, si, bien évidemment, on rentre dans cette trajectoire dont je viens de parler au niveau mégawatt de besoin de la consommation guadeloupéenne, on serait capable, nous, en tout cas, d'aller sur les marchés financiers sans avoir besoin. Je le répète encore une fois, parce que chaque fois que vous avez un projet, on vous dit toujours il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a moyen aujourd'hui, au travers de ce qui a été décidé par l'ONU, les accords de Paris et tout le reste, l'ONU a mis en place ce qu'on appelle la finance verte. Vous pouvez lever pratiquement tout ce que vous voulez dès lors que vous avez un projet qui tient la route. Et nous, comme ce projet tient la route, on sait qu'on doit être en capacité, par exemple, je ne sais toujours pas pourquoi, c'est une question que je me pose, pourquoi pour les infrastructures d'eau, enfin je ne vais pas revenir sur le passé, sur ce qui a fait qu'il y a des tournées, machin, etc. D'une manière ou d'une autre, le passé, il faut en tenir compte, la justice va faire ce qu'il faut. Voilà. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il va falloir refaire les canalisations. Et selon les informations que j'ai pu avoir, ça va coûter entre 800 millions et 1 milliard. Oui. 800 millions d'euros et 1 milliard. Je dis qu'on serait capable, dès lors qu'on ferait ce montage-là, d'aller sur les marchés financiers, de lever les fonds qui permettent de faire ces infrastructures. Et on squeeze la région et tout, alors? Non, on ne cherche pas à squeezer. Si la CIC est montée de telle sorte qu'il y a des catégories, il y a des personnes individuelles, il y a des sociétés, il y a des collectivités, et c'est ouvert en permanence. C'est un capital variable, donc c'est ouvert en permanence. Donc, chaque structure qui, à un moment donné, vous se rendrez compte qu'elle peut y entrer. On ne va pas commencer à faire des tris, des machins, de la politique telle qu'on l'a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que les enjeux sont trop énormes avec les problèmes qu'on sait que le monde va vivre, notamment les jeunes, dans les années aujourd'hui et dans les années qui viennent. Donc, on serait à même de lever les fonds permettant de faire les canalisations d'eau. D'ailleurs, je profite de ça pour poser une question tout simple. Pourquoi a-t-on besoin d'attendre que la société qui exploite, qui va gérer la qualité, enfin, la vente de l'eau aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, etc. Pourquoi on n'a pas commencé à chercher à lever les fonds qui vont permettre de créer, de construire les canalisations. Parce qu'on nous demande de passer par la région, le département, du moins. Mais c'est ça. Vous ne pouvez pas passer autrement. Hein. Oui, mais attends. C'est eux les décideurs. Hein. Oui, mais décideurs aujourd'hui comme ça. Mais à un moment donné, moi ce que je voudrais, ce qu'on me dise, c'est même eux, pourquoi ils ont besoin d'attendre de monter une société, une SMO, pour pouvoir travailler sur les canalisations?
On peut très bien avoir monté ce qu'on appelle une SPV, une société spéciale, pour faire en sorte que les canalisations soient faites, aller sur les marchés, lever les finances qui vont bien, commencer les travaux de canalisation. Parce que quand vous allez faire... Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils font, moi. Pourquoi la SMO, quand vous allez monter la SMO, il va bien falloir faire les travaux de canalisation. Et les travaux de canalisation, ils vont prendre du temps. Ça veut dire que quand la société qui va gérer va être faite, ben, il va falloir encore attendre pour avoir de l'eau en quantité et en qualité, peut-être bricoler, je ne sais pas, mais pour avoir de l'eau en quantité et en qualité, il va falloir de toute manière faire les canalisations. Donc, c'est une question que je me pose, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous, société civile, dès lors que les choses seraient faites sur les bases que je viens de vous dire, nous aurions donc les capacités d'aller lever l'argent sur les marchés financiers internationaux, pas besoin d'aller demander à la France qui bite un X, qui bite un Y, qui bite un Z, et ainsi de suite. Et pareil, on serait capable de monter un fonds d'investissement, compte tenu des retours d'investissement qu'on a, des fonds d'investissement pour le développement des projets guadeloupéens, faits par les Guadeloupéens, etc., sans avoir besoin d'attendre, où on fait les demandes vers l'Europe, etc., mais l'Europe et tout le reste vient en complément. C'est la cerise sur le gâteau. On serait capable de monter une banque guadeloupéenne d'investissement parce que dans le monde dans lequel on vit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a des outils qu'il faut que vous disposiez. Si vous ne disposez pas de ces outils-là, vous ne pouvez pas prétendre à quoi que ce soit. C'est comme ça. Et encore moins, je sais que c'est très cher aux Guadeloupéens, je veux dire, à l'autonomie, voire plus. Il faut que vous... Et Dieu veut qu'aujourd'hui, on a les ressources, richesses qui vont bien, dont je viens de parler. Ça n'existait pas avant, ce n'était pas connu avant, ça l'est là maintenant. Il y a au niveau international une volonté, compte tenu des problématiques de la planète, de faire en sorte que on réduise au maximum les gaz à effet de serre un peu partout. Il y a des programmes d'action, d'atténuation, d'adaptation du changement climatique, pour lequel l'ONU finance, au travers de la finance verte, justement, l'écosystème vert qu'ils ont monté pour cela, parce qu'ils savent que les pays n'auront pas tous les moyens de tenir leurs engagements pour le faire. Et la Guadeloupe pourrait avoir un rôle en ingénierie financière, en ingénierie technique, d'aider, comme on le fait avec la Dominique, à ce que toutes les îles de la Caraïbe rentrent dans cette dynamique. Mais oui, c'est leur intérêt. Et on arriverait à quoi? À faire un désenclavement électrique qui porterait un désenclavement numérique pour ensuite vous fassiez partie du monde. Parce que si vous n'avez pas l'électricité le moins cher possible dans les conditions intéressantes de production et d'utilisation, vous ne pouvez pas avoir accès au numérique. Si vous n'avez pas accès au numérique, alors vous pouvez toujours... qu'est-ce que ça viendrait, quoi. Et Gérald, dans ma façon de faire, c'est un sujet, moi je le trouve très bien, qui aurait dû être soumis par référendum, ça. Je pense que moi j'en veux à la région de ça, hein. J'en veux au département, j'en veux aux politiques, parce que c'est un sujet, je suis très RIC, normal, hein, référendum d'initiative citoyenne, c'est un sujet qui aurait dû être proposé à la population avec la question, le projet, êtes-vous pour, êtes-vous contre, seriez-vous signataire de, voilà. Donc, est-ce que tu aurais une action de référendum ou pour ça, il faut que tu passes par la politique? Parce que tu ne peux pas déclencher un référendum tout seul comme ça. Tu peux faire une pétition, oui, mais tu ne peux pas faire un référendum. Donc, c'est quoi tes actions pour qu'on arrive à la fin, peut-être, là, hein? Ouais. C'est quoi tes actions, Gérald? Mon programme d'action, il est... programmation concrète liée aux activités à développer, parce que si on ne développe pas, on va nulle part. Par ailleurs, c'est de pouvoir donc faire en sorte que ces projets industriels, sur les bases dont on vient de discuter, enfin, un résumé synthétique, d'être au meilleur endroit possible pour les faire avancer, pour les faire se matérialiser, gagner du temps et économiser de l'argent pour les Guadeloupéens et rendre les Guadeloupéens plus riches, directement ou indirectement. Donc c'est pour cela que je me présente à la présidence, enfin en tête de liste sur la région Guadeloupe, mais pas pour occuper une place de cubitin, c'est pour faire en sorte que le prévisionnel d'action qui est déjà en cours depuis des années, depuis le début des années 2000, je le répète, puisse prendre encore avec les nouveaux dispositifs qui existent au niveau de l'État français. L'économie sociale solidaire existe, les entreprises d'utilité sociale et solidaire existent. Ça n'existait pas avant dans les éléments juridiques, à part le coopératif, mais il y a des entreprises. Maintenant, on peut monter une SA d'utilité publique, une société anonyme d'utilité publique. On peut monter une entreprise d'utilité sociale. Ça n'existait pas avant. Ça a été incorporé avec notamment la loi NOTRe. Et ce sont des outils qui existent, mais que la société civile doit s'approprier, doit savoir mettre en œuvre. C'est pas qu'on n'a rien contre les politiques, mais il faut faire ça maintenant. Parce que si on ne le fait pas,
encore problème, c'est que ce sont les multinationales qui vont refaire la même chose qu'ils ont fait avec la canne. La banane, ça, malheureusement, on ne connaissait pas, donc on s'est contenté d'emplois divers et variés, mais on n'était pas présent dans le capital. Ce qui fait que lorsque la betterave est devenue plus compétitive que le sucre, le marché du sucre s'est effondré, les investisseurs ont pris leur argent de par ailleurs, ils ont continué d'investir ailleurs, et on nous a laissé les friches que vous connaissez sur Beauport et tout le reste. Donc aujourd'hui, on a les compétences qui vont bien, des Guadeloupéens qui sont capables de faire les choses, d'être formés dans quel que soit le domaine qui a bien. On est en contact avec un Guadeloupéen qui est à la NASA, qui s'appelle Daniel Bussessard, qu'on a rencontré. On est en contact avec des ingénieurs guadeloupéens qui sont encore à l'extérieur et autres. Les ressources existent, les compétences capables de les exploiter existent. La société civile comme moteur permettant de le faire est là, à elle de se mobiliser, se structurer comme ça se fait en France hexagonale pour exploiter dans les meilleures conditions possibles, avec une redistribution des richesses. Quelle est l'action pour justement intéresser le Guadeloupéen pour te suivre, pour montrer que tu as du monde avec toi? Donc j'ai entendu politique, mais à part ça, qu'est-ce que tu prévois de plus? Parce que là, on ne sait même pas si les régionales vont avoir lieu. Ce qui se passe en plus. C'est sûr. Pour moi, les actions sont à continuer d'être menées. C'est-à-dire, on est actuellement en train de faire en sorte qu'il y ait un maximum de Guadeloupéens qui fassent partie de la SCIC. Voilà. On met en place, on a commencé à mettre en place les pôles structurants de travaux territoriaux de coopération économique. C'est en cours. Sur la Basse-Terre, c'est le tiers-lieu. Et vous faites des réunions d'information? Oui, c'est le tiers-lieu qui se trouve à Gourbert avec Madame Rose Leraki. Mais il fallait que je sois là pour que tout ça prenne corps. Sur la CNBT, c'est avec la famille Pradel. C'est des sites représentatifs à partir desquels les choses se font. Un agrivoltaïsme sur Goyave. Sur le centre de la Guadeloupe, c'est à partir de la Dominique par rapport à ce qu'on pourrait faire pour pouvoir matérialiser de l'hydrogène par ailleurs. Plus le bateau qu'on prévoit de mettre en place, enfin le ferry qu'on met en place avec la Dominique, le Nord Grande Terre avec la station de transfert d'énergie de pompage que EDF avait à un moment donné comme projet, qu'on met en place aussi, parce que EDF m'a donné des informations pour faire en sorte que... Donc tout ça, c'est une dynamique qui est en cours et qui va se matérialiser au fur et à mesure. Ça se fait, mais sans justement la population faire... Non. Regarde, on ne sait pas, tu ne nous dis pas qui sont tes partenaires. Non, tu sais que le Guadeloupéen, nous, on est très méfiants. On s'est fait avoir. Oui. Donc, Gérald Bougré, oui, d'accord, super, le projet est super. Mais qui y a derrière? Ce sont les Guadeloupéens eux-mêmes qui construisent. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, vous êtes accompagné par des spécialistes. Un expert, c'est mon cas. Lui, Marie Rochat, Alain Domain, ils ont fait fonctionner géothermie bouillante avec 98% de disponibilité. Le financier Olivier Follin, qui a été président du fonds d'investissement Alice Participation, Ultramarin Alice Participation, m'accompagne. Mais le plan programme existe, le programme d'action existe. D'ailleurs, la radio AIS va prendre en charge, va accompagner la mise en place d'actions concrètes qui sont en œuvre. Mais c'est la population guadeloupéenne qui s'implique, qui rentre au fil de l'eau dans ces actions-là pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y a pas besoin d'attendre après X, d'attendre après Y ou autre. La dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, autre exemple de programme d'action qui est en cours, ce sont des choses où il y a une trentaine d'actions prévues. Il y a, je viens de parler tout à l'heure, la possibilité par la géothermie, il y a les possibilités par rapport à l'hydrogène, mais actuellement, action concrète, on est en train de préparer pour augmenter le PIB de la Guadeloupe, avec des Guadeloupéens qui travaillent de manière active. Je ne peux pas donner son nom parce qu'il est leur nom, parce que c'est comme ça, ils sont déjà impliqués dans autre chose par ailleurs. Pour refaire les infrastructures portuaires de Port-Louis, faire en sorte qu'on organise une course qui va faire une course à la voile, qui va partir de Port-Louis, qui va faire le tour des Caraïbes, en passant par le nord, arriver par le sud, ainsi de suite. Pareil, on fait des infrastructures portuaires d'Anse-Bertrand, et on part d'Anse-Bertrand, on va au Ghana. Et ensuite, on organise ce qu'on appelle le Guadeloupe Globe. Ce sont des actions concrètes sur lesquelles des Guadeloupéens conçoivent l'organisation, la structuration, etc. Voilà. Et en même temps, on met en place le moyen, le véhicule juridico-administratif qui va permettre de faire. Avec monsieur Jean-Marie Gobardan, on travaille à ce qu'on puisse donner à un moment donné aux RSAistes, aux gens qui sont dans les démunis, qui ont des problèmes pas possibles, dont on oublie, et qui font qu'on est parmi les pays, le département le plus pauvre de France, une carte prépayée dont
qui sera abondée par les retours sur investissement qu'on a pour faire en sorte que ces personnes-là sortent dans le dessous du seuil de pauvreté. Et comme Jean-Marie Gobardan, c'est quelqu'un de connu, on travaille sur la conception du modèle qui va lui permettre de le faire. Et ça a commencé, je l'avais conçu, mais de manière concrète sur le terrain, c'est en train de se faire là, avec Jean-Marie. D'accord. Donc, toutes ces actions-là. Pas, mais tu connais Caraïbes Melonnier. Voilà, oui, non, mais c'est pas toute la Guadeloupe. Quoi ? C'est pas toute la Guadeloupe qui connaît ça, quoi. Oui, enfin, si on connaît pas Caraïbes Melonnier, bon, ce sera un peu compliqué. Mais donc, tout ça, c'est un ensemble d'actions qui ont été conçues, qui sont en dynamique, qui vont s'étoffer, qui vont continuer de se mettre avec la société civile guadeloupéenne, positionnée, calée, qui va se développer. Alors, imaginons que justement... Dernier élément important. Sur la zone d'Anse-Bertrand, on a prévu de monter, et c'est en cours aussi de finalisation de conception, une école 55 qui va avoir pour but d'exploiter. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, ça représente un marché considérable en termes financiers, plus que le cinéma et tout le reste, chose que j'avais intuité. Et j'ai conçu un jeu vidéo ludo-éducatif parce que ça m'avait interpellé pendant que je faisais ma recherche de développement appliqué, de voir que des petits Guadeloupéens, ils jouent aux jeux avec mythologie grecque, scandinave, française, etc., européenne, etc. Mais je me suis dit à un moment donné, mais lui, il est né en Guadeloupe, ce n'est pas en Scandinavie, ce n'est pas en Égypte, ce n'est pas... Et j'ai inventé un jeu qui s'appelle INAC, dans lequel l'histoire de la Guadeloupe, partant des bords de l'Orénoque, arrive en Guadeloupe et toute l'occupation des îles caribéennes par les Amérindiens et autres. Et ce jeu vidéo, il va être développé par des Guadeloupéens. On est en train enfin, moi j'ai fait la conception de base, mais les spécialistes sont en train de le faire. Et c'est des Guadeloupéens et des petits Guadeloupéens qui vont se retrouver avec leur histoire, leur propre histoire connue, en utilisant les outils d'aujourd'hui qui sont les ordinateurs et tout le reste. Mais ils ont leur histoire dans leurs mains. Et j'avais été nominé par Belle de Mai, qui est à Marseille, l'une des structures qui validait des jeux d'un certain niveau, ludo-éducatif au niveau national. Voilà. D'accord. Et tout ça, c'est en cours, donc voilà. Dans ta vision de tout ce projet, et imaginons que tu sois très bien sollicité en politique et que tu puisses avoir un peu la main sur la Guadeloupe. Est-ce que c'est dans ta vision les référendums de demander l'avis avant de lancer des projets, de consulter la population de Guadeloupe? Ben oui. D'accord. Dès lors que c'est légal, il ne faut pas se mettre en porte-à-faux par rapport. Non, mais les référendums, c'est oui, légal. Hein. Sauf que moi, je suis pour toute initiative, quelle qu'elle soit, parce que je suis un entrepreneur à la base, quelle que soit, et tout naît en général l'initiative d'une ou de plusieurs personnes. Je fais référence notamment à Bill Gates, Steve Jobs, Larry Ellison et tout leur reste, pour lequel je suis encore étonné que les gens les voient d'une certaine manière et oublient leur parcours. Parce que Steve Jobs, on l'a foutu à l'école. Bill Gates, il a démarré, personne ne croyait qu'il y allait y avoir des ordinateurs dans chaque foyer, pourtant il a réussi à le faire. Zuckerberg était sur les bancs de l'école il y a 20-30 ans, et Larry Page et Sergey Brin de Google, ils étaient sur les bancs de l'école. Personne ne se pose la question de savoir comment ces mecs-là, ils sont arrivés, ils n'étaient pas avant pour construire une industrie, il fallait 3 générations de personnes, etc. Bill Gates, c'est peut-être pas une référence. Attendez, c'est pas une référence parce que les gens parlent de son histoire d'aujourd'hui, mais comment il a démarré, comment il est devenu celui qu'il est devenu, comment Steve Jobs, qui a été mis à l'école, c'est dommage de démarrer comme il est devenu, puis après de finir comme il a fini, comme il finit, comme il va finir. Ça, sans problème. Mais enfin, n'empêche qu'ils ont fait des choses qui aujourd'hui leur permettent d'être les maîtres du monde au travers de l'information. Oh, quelle horreur. Des hommes qui sont maîtres du monde. Oui, c'est une façon de parler. Oui, fais attention avec tes mots. Oui. Attends. Je vais dire encore une chose. Là-haut, à 300 km, il y a la station il y a l'ISS. Okay. Oui. Comme par hasard, là où on descend à 250-300 km sur Terre, il y a des guerres, il y a des trucs de religion, il y a toutes sortes de choses possibles et imaginables, on entend partout. Hein. Pourtant, la station spatiale, pour pouvoir la concevoir, déjà c'était hyper complexe, pour pouvoir la financer, c'était hyper complexe, etc. Et les humains ont trouvé le moyen, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de pays qui participent, qui vont là-haut, qui récupèrent les résultats scientifiques et autres. Pourquoi ça a réussi à se faire alors que ça coûtait bonbon très 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 cher. Il fallait une conception scientifique commune, en synergie, comme l'intelligence collective guadeloupéenne dont j'en parle souvent, mise en synergie, et ainsi de suite.
Donc il y a un gros point d'interrogation là, ce qui fait que j'interroge tous ceux qui parlent ou qui racontent des choses sur ces personnes-là, entre autres, qui se posent un certain nombre de questions. Moi, je pourrais presque répondre à ma façon à moi. Hein. Oui. Je dirais que cette station, elle permet de mieux nous contrôler. C'était le but. Voilà, hein, c'est vite répondu, moi. Hein. Oui, c'est sûr. Sauf que les recherches scientifiques qui sont faites... Alors que ton projet, c'est nous rendre la liberté. Oui. Donc ce sont deux pôles opposés. Non. Là-haut, on peut nous surveiller, tout peut se mettre en place, ils savent tout, ils nous écoutent tout. Que là, c'est nous rendre libres, son projet. Donc pourquoi comment dirais-je, on pourrait parler de la liberté pendant très longtemps. Moi, je pars du principe que de toute manière, lorsque les déséquilibres arrivent à un tel point, ça finit par ce que ça a toujours fini dans l'histoire de l'humanité, et puis c'est tout. Moi, ce que je sais, c'est que je regarde tout ça, le meilleur de ce qui existe. On peut regarder le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, bon, voilà. Mais moi, je suis confiant dans l'humain, je suis aussi dans mon approche liée au spirituel et à Dieu, et je pense que... Faut pas le défier, hein. Faut pas le défier, hein. C'est vrai, hein, parce que si on attaque à la création, ça fait du mal, hein, quand même. Moi, je trouve que cette technologie, ce transhumanisme, est en train de défier la création, quand même. Hein. On modifie beaucoup de choses, hein, jusqu'à nos corps, quoi, maintenant. Donc, c'est ça fait peur. Alors, c'est bien beau, tous ces vaisseaux spatiaux là-haut qui sont avec des drones et tout, mais on est obligé aussi de se dire attention. Ah ben ça c'est sûr que malheureusement il y a des. Toi qui es bon là-dedans, tu dois savoir que c'est pas toujours bon. Le progrès technologique est toujours bon, sauf qu'il y a les humains ont fonctionné comme ils ont fonctionné pour faire en sorte qu'il y en ait certains qui puissent faire certaines choses par ailleurs. Voilà, c'est tout. Le commerce, quand on a regardé le commerce, au début c'était le troc. C'était pas pire qu'autre chose. Sauf qu'après, il y a une catégorie de personnes qui a voulu que ce soit qu'on mette des billets, puis qu'on ait mis ceci, cela, et on a construit toute une dynamique derrière qui a fait qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui avec un système capitaliste débridé. Voilà. Mais il y a aussi l'économie sociale et solidaire. Moi, je préfère voir. Donc il y a c'est une alternative qui sera dans le futur, hein, comme les référendums. Hein. Oui. Ça va peut-être mettre 5 ans, 10 ans, mais on y arrivera. Oui, sauf que on y arrivera, c'est sans doute. Le problème, c'est qu'il faut bien savoir comment, par exemple, les référendums. Moi, je ne dis pas que c'est le cas pour ce que vous voulez faire, mais le référendum, par exemple, aujourd'hui, il faut bien faire attention de la manière que la population va l'interpréter. Par exemple, moi, je me rappelle que pour le Brexit, il y avait selon ce qu'on a pu comprendre, il y avait des gens qui avaient assimilé le fait que s'ils disaient oui au Brexit, comme Cameron avait dit qu'il allait partir si on disait non, ils ont dit comme on veut que Cameron il s'en va, on va voter oui pour le Brexit. Et quand on a demandé ensuite les calculs qui ont été faits par certains sur les effets du Brexit, etc., ils ont dit non, on voulait rester dans l'Europe, mais on voulait que Cameron parte. Donc il faut faire très très attention avec ces outils démocratiques. Moi, aujourd'hui, je suis encore plus, c'est très très compliqué parce que, par exemple, la représentation locale, même le vote est devenu quelque chose on ne sait plus vraiment quoi trouver, puisqu'aujourd'hui, des personnes ne vont pas voter parce qu'ils croient que le fait de ne pas aller voter, ça va permettre de bloquer un tel ou d'éviter qu'un tel vote. Alors que, quel que soit ce qui aura été, le vote blanc n'est pas reconnu, etc., quel que soit le nombre de personnes qui aura été exprimées au deuxième tour, enfin dans certaines catégories de consultation, les personnes vont être là. Ce qui fait que le président de la République a été élu à un certain niveau. Il y a des endroits en Guadeloupe où je crois que les personnes ont été élues avec 60-70% d'abstention. Ça veut plus rien dire. Ce qui fait que, par exemple, en France, il y a des gens qui ont dit, Monsieur le Président de la République, on n'a pas voté pour vous, on a voté contre Marine Le Pen. donc voilà, il y a des dérives comme ça qui se font. Et quand il n'y a plus de choix, c'est des dérives. Ah là, c'est des dérives. C'est quand il n'y a plus de choix. Je sais pas, Alex, si tu as... Non, pas de question, ça va. D'accord. Je sais pas, Mariko? Oui. Ah. Alors, moi, ce qui me perturbe quelque peu, c'est que vous soyez obligé d'aller vous présenter en tant que candidat pour vouloir On me le dit, ça. mettre en place votre projet. Alors, j'ai pas fini. Oui, excusez-moi. Est-ce que ce serait pas mieux, éventuellement, de vous présenter sur une liste existante
avec quelqu'un d'autre, mais pas en tête de liste. Déjà, la première des choses, c'est que comment ça s'appelle le fait que je veuille aller aux élections régionales en tant que tête de liste est lié au fait que dans la matérialisation des projets, enfin des sous-projets concernant le plan et programme de base qui existent, eh ben, il y a la possibilité de faire deux manières. Chiffre d'affaires, on peut le faire tout seul sans aller à la région et y aller. On peut le mettre en place dans les 2-3 ans. En étant, là je pense pouvoir être président de région de par ailleurs, on pourrait doubler le chiffre d'affaires, on pourrait, comment dirais-je, réduire les délais de mise en œuvre. D'accord. Donc c'est pour une question d'optimisation de la réalisation des projets que je me positionne. Okay. C'est pas pour occuper un poste. Pourquoi il n'y a pas un grand leader qui vous sollicite pas pour être l'expert, pour vous mettre sur sa liste, parce que c'est bizarre quand même. J'ai rencontré. C'est politique qui vous rejette comme ça. Non, personne ne me rejette. Non, personne ne me rejette. Non, je parle pourquoi tu vas tout seul alors? Ouais. J'explique. C'est la question qu'on a. Hein. Alors, je vais expliquer. Oui, mais parce que les personnes qui posent ces questions, il y a un certain ils ont besoin de comprendre. Oui, elles ont besoin de comprendre parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'elles n'ont pas. Donc, elles posent des questions que vous avez posées. Je vais les donner. D'accord. Mais je vais les donner au fur et à mesure sinon ça va faire un roman à n'en plus finir. Je vais prendre un exemple significatif. Monsieur Lurel, pour ne pas le nommer, à l'occasion d'un échange sur Facebook sur géothermie bouillante, entre lui et Dominique Théophile, il parlait de géothermie bouillante, etc. Moi, je dis et je répète devant n'importe qui, je connais l'histoire de géothermie bouillante quasiment par cœur. C'est vrai. Okay, pour les raisons que je vous ai citées, que j'ai résumées. Ensuite, la région devait à une de mes entreprises 17 149,43 €, un marché qui s'appelle CR DERTIT-03. Bloqué parce que lorsque M. Lurel est arrivé, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué toutes les factures de tout le monde sur tout ce qui s'était fait. Parce qu'il paraît-il, il y avait des problèmes de corruption, je ne sais pas trop. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et par 3 fois, il m'a dit de visu, il a été nommé député, etc. M. Bougré, on va vous payer. Voilà. Et le fait que pendant ces 3 fois-là, il m'a dit ça, de visu, c'est pas au téléphone qu'il m'a dit, etc. Je dis, je crois, en 14 ans, ça a duré 14 ans. Ça a démarré en 2004. Okay. Moi, étant entrepreneur, je vis ce que je dois vivre, c'est un entrepreneur guadeloupéen avec mes associés, comme la famille Pradel, à Goyave, des agriculteurs qui ont 15 hectares sur un champ, qui vivent des problèmes pas possibles avec l'histoire du chlordécone et tout le reste. C'est du concret de chez concret. Et c'est intéressant. Et donc, Facebook, ils sortent ça. Moi, je rentre dans leur discussion et puis je leur dis, si vous voulez savoir de quoi il en retourne sur géothermie bouillante, je peux vous en dire 2 mots. Et je défie n'importe quel politico-politicien de venir devant moi pour aller géothermie bouillante et sur les aspects X ou Y ou Z. Il m'a répondu, il m'a dit, voilà, monsieur, tel jour, venez me voir au Sénat. Okay. Donc j'arrive au Sénat. Alors entre-temps, ça a chauffé dans ma tête. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de violent. Ça a chauffé dans ma tête. Quand je suis arrivé, je lui ai pas serré la main. Du coup, il est devenu vert de rage. Ça a pris pas possible, etc. Et je commençais à hurler. Bref, toujours est-il qu'au bout du compte, c'était colère. Il a fini par se rendre compte qu'il y avait un problème, etc. Et du coup, on a discuté, on a échangé, et puis on a fini par discuter sur géothermie bouillante. Et là, il est resté, il comprenait pas. Il me dit, monsieur Bougré, je comprenais pas, je comprends pas, je sais pas. Je dis, voilà, je vous donne les dates, je vous donne les conseils municipaux, je vous donne tous les éléments qui vont bien sur le parcours qui a été fait, qu'on vous a vu, on vous a discuté avec vous, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Et enfin, je lui ai dit, voilà, le passé, c'est le passé. Par contre, voilà les bases du plan de développement qu'il y a, le programme d'action, moi je le garde encore, mais les bases du programme de développement. Il m'a dit, oui, ok, envoyez-le-moi. J'ai envoyé les bases du plan de développement en question à monsieur Lurel. Il m'a envoyé un mail quasiment tout de suite après pour me dire on doit vous revoir parce que ce que vous proposez est extrêmement intéressant. Et derrière ça, il a sorti un tweet que j'ai pour dire que M. Bougré-Jean et M. Bougré-Gérard sont venus me voir au Sénat. Ils proposent un plan de développement de la Guadeloupe extrêmement stimulant. Ah oui, en plus.
Voilà. Et il m'a demandé à cette époque-là, est-ce que je voulais faire partie d'une liste? Je dis non, je ne vais pas faire partie d'une liste, parce que cette liste, forcément, enfin, tout va dépendre de sa constitution, mais elle va forcément intégrer une grosse partie des personnes qui étaient déjà dans la dynamique politico-politicienne de Guadeloupe. Et tu ne voulais pas que ça rentrait là-dedans? Oh, non, attends. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, conseillers municipaux, conseillers X, conseillers Y, maires, présidents, etc., l'INSEE sort des chiffres sur la situation économique, socio-économique de la Guadeloupe. Chômage, n'en parlons pas. Violence, n'en parlons pas. Etc., etc. Voilà. Il y a un bilan. Pour moi, Gérald Bougret, ces personnes-là, quel que soit à 0, peut-être 1% pour d'autres, 5% pour d'autres, sont comptables de ce bilan. Voilà. Donc, vaste bilan. Comment je vais faire, moi, avec ces éléments de développement, de richesse créée dont je viens de vous parler, pour aller avec des personnes qui ont ce bilan-là? Toi, un passif. D'une part. D'autre part, il faut qu'on m'explique comment, sur les différents plans, schémas, etc., qui ont abouti à ce résultat, il est là, il est visible, tout le monde. La DGFiP a sorti une cartographie de l'endettement des communes, les problèmes qu'il va y avoir, les impôts, le foncier qui va augmenter, etc. Comment je vais faire pour rentrer sur une liste où il y a ces personnes-là? D'accord. Il y a une question. C'est pas possible. Il y a une question, oui? Non. Bon, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je n'ai rien contre personne en particulier, mais de surcroît, il faut qu'on me dise comment ces personnes vont, alors que l'État réduit ses dotations de plus en plus, comment ces personnes, avec l'après-Covid qui arrive, la casse sociale qui est en train de se pointer, vont arriver à faire mieux avec moins de moyens. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Moi, je veux bien qu'on me dise. Il faut qu'on clôture l'émission. Pas de problème. Moi, je trouve qu'on a passé un très bon moment ensemble. Alors, du coup, ça revient. J'avais encore cette question. Et M. Jalton, qui est très proche du peuple, est quand même quelqu'un qui aurait pu s'intéresser à toi. Hein, parce que c'est vraiment un projet qui rentre dans la vision de M. Jalton. Donc, c'est pour ça que tu ne veux pas reprendre le passif, j'ai compris. Moi, j'ai rien contre personne. Compris, je veux discuter avec tous les Guadeloupéens. Voilà, mais attention. Développer sur des bases industrielles et faire de la politique politicienne, c'est pas la même chose. Faire des promesses, que machin, etc. Et puis il faut attendre après l'Europe, il faut attendre après ceci. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas X, il n'y a pas Y. Oui, c'est vrai. Ça sera comme ça. Voilà. Mariko, je te remercie d'être venue, de m'avoir accompagnée. Tu avais envie de venir, tu voulais rencontrer Gérald Bougret de visu, tu l'as vu. Je vous remercie. Gérald, je te remercie. C'était vraiment très agréable. Il fallait qu'on rééclaircisse cela. Je remercie la régie. Je remercie toute la Guadeloupe pour avoir entendu ce magnifique projet quand même. Alors bon, comme vous avez entendu, il y aura peut-être une suite politique à vous de voir. Personnellement, moi, je vous dis à dimanche prochain et passez une bonne semaine. Au revoir. Merci à la Guadeloupe. Au revoir. Méga FM, la radio, chez nous, il n'y a pas de limite.